That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Waouh! S'il y a beaucoup de gens. Et c'est très bien comme ça. Bonsoir ou bonjour, Microciné, bonsoir ou bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. On va continuer d'explorer les films programmés dans le cadre de la deuxième édition du festival Microciné qui se tiendra donc, je rappelle, le samedi 17 février à partir de 11h. C'est au Club de l'Étoile. Un grand merci à toute l'équipe du Club de l'Étoile sans qui cette émission n'existerait pas, mais surtout sans qui ce festival n'existerait pas non plus. Donc merci beaucoup à eux. Après avoir parlé de Snake Eyes, qui donc sera programmé à 19h, après avoir parlé de La Vie de Château, qui sera programmée à 11h, on reste toujours dans cette espèce de désordre joyeux. On va parler des Vacances de Monsieur Hulot, film qui sera programmé à 17h, film de Jacques Tati, réalisé en 1953, et qui sera suivi d'une projection, qui sera suivi d'un débat, avec Kefren Mantout, critique de cinéma, qui est un familier de Microciné et qui sera là pour discuter un petit peu de tout ça de Tati. Mais comme je vous l'expliquais, j'avais très envie aussi en amont, quelques jours avant la programmation, de parler de ces films-là avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de ce film, Les Vacances de Monsieur Hulot, avec la revue de cinéma en ligne sur Internet qui s'appelle On se fait un ciné. On se fait un ciné partenaire de Microciné, en tout cas du festival Microciné, et je suis vraiment très content. Je les ai souvent remerciés, mais là, j'en profite parce qu'ils sont pratiquement tous là pour leur dire un grand merci pour leur soutien. Ça me fait extrêmement plaisir. Parmi ces têtes-là, il y en a un que vous connaissez, je crois qu'il est venu 2 ou 3 fois, c'est Thierry de Pinson. Il est là, il est tout en bas, et c'est aussi grâce à lui que cette émission existe. Merci beaucoup. Alors, je les nomme, et pour chacun, bonsoir et un grand merci. Marwan, Neil Antonietti, Charlotte G, Silas, Jules. Alors, c'est Yolan ou Jolan? Jolan. Jolan et Thierry, que vous connaissez. Merci à vous tous. Bon, je crois que je salue aussi les autres, Sébastien, Margot et tous ceux que je ne connais pas, mais je salue tout le monde et bien évidemment, le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo si vous avez envie de faire un petit tour sur le site. On se fait un ciné. J'espère que j'ai rien oublié. On va commencer. Les Vacances de Monsieur Hulot, Jacques Tati. Première question, extrêmement simple. Dans quel contexte avez-vous découvert ce film? Et deuxième question, est-ce que vous l'avez aimé dès le début ou ça a été un peu compliqué? On va tout simplement commencer par la personne qui se trouve à ma gauche, c'est-à-dire Marwan. Je t'en prie. Alors, pour le coup, je pense que ça va être aussi très intéressant parce que c'est mon tout premier Tati. Et donc vraiment, cette idée de, un monument du cinéma français, qu'en est-il? Comment je vais le découvrir et de quelle manière je vais l'apprécier? Et parce que je suis vierge de tout film de lui, quoi qu'en réalité, j'ai conscience de toute l'influence qu'il a apportée par la suite dans le cinéma actuel. Mais pour le coup, ce film a été un film très intéressant sur un point, c'est qu'il m'a rappelé à quel point j'avais un trouble de l'attention. Dans la mesure où il y a énormément de scénettes qui s'enchaînent sans forcément qu'on nous tienne par la main. Et ça a été au départ assez difficile de m'accrocher au film parce que c'est un film qui a cette idée que tout est surface de jeu. Et donc voilà, j'ai trouvé le film vraiment difficile d'entrer. Et par la suite, ça a été assez passionnant parce que ça fourmille tellement que j'ai trouvé une richesse assez folle dans le film. Donc ça a été un moment intéressant, mais que j'aimerais revoir une prochaine fois, car j'ai l'impression d'avoir tellement loupé de choses dans ce premier visionnage. Voilà. D'accord. Et toi, Neil? Je t'en prie. Alors moi, en fait, je l'ai découvert aussi pour l'émission. Alors j'avais déjà vu mon oncle les Playtime de Tati à 4-5 ans, donc j'avais un peu conscience de son cinéma, parce que c'est encore des films, on va dire, plus poussés dans la minutie, comme disait Marwan, et dans le sens du détail. Donc j'ai accroché dès le début, parce que j'étais assez familier de ça, déjà, et j'ai pas vu le temps passer. Donc on va dire que c'est complètement ce qui m'attire aussi, ce qui me plaît
de côté ludique, de recherche visuelle dans chaque scène du film. D'accord, ok. Je prends des notes en même temps. Allez-y, je vous en prie, hein, Charlotte. Eh bien, pareil que les autres pour l'instant, c'est la première fois que je regardais le film et c'est un film dont j'avais beaucoup entendu parler et donc j'appréhendais un petit peu, de le voir et de le découvrir et c'est aussi mon premier Tati et je l'ai regardé en plusieurs fois, en fait, parce que j'ai pas réussi à garder l'attention, du film, en une seule fois. Mais à chaque fois que je l'ai recommencé, en fait, j'avais toujours le sourire aux lèvres et à la fin, j'ai même, poussé un peu des éclats de rire donc ça m'a plu. Mais j'avoue que je garde particulièrement, en fait, la musique, dans l'oreille, heu, après ce visionnage. Pourquoi, l'avoir vu en plusieurs fois? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies besoin, pour le coup, de prendre du temps pour pouvoir le voir pour voir ce film? Heu, Bah, c'est vraiment en le regardant, je me disais que j'avais plus assez d'attention, à l'attention que je voulais lui accorder et donc je me disais: «Bah, là, j'ai plus la capacité de bien pouvoir, voir tous les aspects que j'ai envie de cerner peut-être, pendant ce visionnage», donc c'est pour ça que je l'ai vu en plusieurs fois. D'accord, ok. Je t'en prie, Silas. Oui, alors moi c'est pas un premier visionnage, parce que je l'avais déjà vu une première fois, mais je l'avais vu très jeune. Donc c'est un peu une redécouverte, parce que j'avais encore en tête voilà, quelques images du film, un souvenir un peu lointain. Ça a été une redécouverte, et bon, bah voilà, j'ai été assez captivé par le film, et surtout, en fait, par son... Alors, la minutie, vous l'avez dit, bien évidemment, mais surtout par, euh, je dirais, sa force tranquille. Le, le côté très discret, très calme du film, et qui, en même temps, recèle beaucoup plus que ce qu'il offre. Et donc, pour cette redécouverte, justement, c'est ce qui m'a un peu frappé, c'est de me dire tout ce que j'avais raté quand je l'avais vu plus jeune, et tout ce que j'avais pas vu, justement, et tout ce que j'ai sans doute pas vu encore dans ce visionnage-là, et D'accord. qui sera rattrapé. Ok. Fort tranquille. Oui, je t'en prie. Ah bah moi alors Tati, j'ai découvert quand j'étais au collège. C'était bon, je suppose qu'il y en a certains, ça a été le cas pour les autres aussi. Il y a eu des séances de cinéma avec le collège où on allait voir Mon oncle de Jacques Tati, donc c'est par ce film que j'ai commencé. Et bon, c'est un film qui est quand même assez particulier lorsqu'on débute une cinéphilie ou est-ce que on ne l'est pas du tout. Moi j'avais 14 ans quand j'ai vu le film la première fois. Ça m'a pas plu, évidemment, puisque je m'intéressais pas au cinéma à l'époque, et au fur et à mesure que ma cinéphilie s'est développée, je suis revenu vers mon oncle en disant: ah oui, mais ça, aujourd'hui mon regard a évolué et je me dis, bon, il serait peut-être temps que je le revoie. C'était même pas il y a si longtemps que ça, c'était quelque chose qui m'a 2 ans, où je me suis dit, tiens, je vais redécouvrir Tati. Et j'ai pris une baffe complète devant un cinéma qui se rapproche totalement, sans que je ne le savais, du cinéma que j'adore, c'est-à-dire un cinéma du quotidien, sans dramaturgie, qui prend plus de temps à inspecter les petites mésaventures des gens. Des gens autour de nous, même pas forcément de Monsieur Hulot en particulier, qui deviendra son personnage typique et iconique au fur et à mesure de ses films, mais surtout, il n'y a presque pas de personnage principal dans les films de Tati, du moins dans les premiers. Et c'est ça que j'adore aussi, c'est qu'on se concentre tout autant sur les protagonistes à côté qui font la chair du film que Monsieur Hulot qui est un petit peu le petit court-circuit qui vient détraquer tout ça au milieu. Et ça se rapproche beaucoup d'un cinéma qui me plaisait beaucoup. Et alors, j'avais jamais vu Les Vacances de Monsieur Hulot, j'avais juste vu Mon oncle les jours de fête. Et quand j'ai découvert ce film, oui, ça m'a énormément plu. Ça se rapproche encore une fois de tout ce que j'aime chez Tassi. J'ai retrouvé son style et j'ai adoré ça. Yolan. J'espère que mon micro n'est pas trop mauvais, déjà. Du coup, moi, mon rapport à Jacques Tati, déjà, c'est que c'est à peu près semblable de Silas et Jules. Je connaissais déjà pas mal ses films avant de le revoir là.
Et j'avoue que moi aussi, j'avais vu ces films assez jeunes, notamment celui-là, que je pense qui était mon premier, en fait. J'avoue, je sais plus exactement quand c'était, mais c'était sûrement en primaire, parce qu'on voyait des films aussi, primaire, collège, dans ce style, et je me rappelle d'avoir vu, en tout cas, j'ai un souvenir au cinéma, et mon oncle, je l'ai vu au collège, et, et j'avoue que moi, j'aimais déjà beaucoup, enfin, en tout cas, c'était déjà un humour qui me parlait beaucoup, parce que, alors là, ça va peut-être être un peu une référence bizarre comme ça, mais je regardais beaucoup Mr Bean quand j'étais enfant, et en vérité, c'est littéralement un peu pompé finalement à, à pas mal Jacques Tati, ce qu'a fait Jacques Tati en fait. Il y a littéralement les vacances de Monsieur Hulot, il y a les vacances de Mr Bean, enfin voilà, bon, il a pris pas mal de gags dans ça, et du coup, c'était un humour un peu similaire, dans un certain sens, qui me parlait déjà pas mal, et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, le fait de revoir ce film tombe assez bien, parce qu'en fait, là, je suis dans une association de cinéma où on va le diffuser, en fait, dans pas longtemps. Donc, du coup, tout ça fait que c'est assez drôle que d'un coup, tout m'amène à revoir ce film. Qui, pour du coup vraiment résumer, parce que je vais pas redire un peu tout ce que vous avez dit, mais parce que je suis assez d'accord, mais le truc qui m'a le plus étonné en le revoyant, du coup, parce que moi aussi c'était un peu une redécouverte, c'était le fait que finalement le personnage de Monsieur Hulot, il est dans le titre, mais c'est un des aspects du film en fait au final, un aspect très important, mais c'est pas, il n'est pas là tout le temps quoi, et surtout au début. Et c'est ça qui m'a marqué aussi en le revoyant. Mais par rapport à Mr Bean, je crois que Rowan Atkinson, pardon, l'a toujours dit qu'il était influencé, qu'il était énormément inspiré par Jacques Tati. Si je me trompe Ah pas, oui, mais oui, oui, il l'a ça toujours me dit, hein. paraît, ça me paraît vraiment Ah logique, oui, sinon c'est ça voudrait évident, dire mais qu'il aurait vraiment caché de façon bizarre. Mais c'est juste que pour dire que moi, en fait, à la base, je connaissais Mr Bean, j'avais vu des épisodes quand j'étais enfant, ça me faisait beaucoup rire, et en voyant Jacques Tati, et surtout, si je peux dire vite fait un truc personnel, que j'ai du coup, quand j'ai découvert Playtime au cinéma, il y a quelques années, que j'ai pris une énorme claque, c'est là où j'ai repensé un peu à tout mon parcours on va dire, de cinéphile dans l'aspect humoristique, quoi, dans ce sens où, en fait, je devais aimer ce film. Enfin, c'était évident vu tout ce que j'aimais déjà avant, en fait. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens me disaient tiens, c'est bizarre que tu n'aies pas choisi Playtime, parce que c'est vraiment le film monstre de l'œuvre de Tati, où il va très 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 loin dans cette minutie que vous évoquiez. Mais les vacances, on verra pourquoi ce choix aussi. Et Thierry, je t'en prie. Je viens en bon dernier. Bon, c'est bien, comme ça je vais pouvoir faire une somme un peu de ce qui a été dit. Donc moi j'ai découvert effectivement le film pour l'émission. Comme je t'avais dit, hein, j'avais une hésitation de choisir Snake Eyes dans le choix parce que c'était le seul que j'avais vu, et comme ça me permettait de découvrir les autres en salle. Je me suis dit non, on va pas se relancer dans De Palma encore. Donc du coup c'est à la fois la découverte d'un nouvel univers et à la fois des retrouvailles avec quelque chose qui n'est pas si peu familier que ça. Comme beaucoup de monde, enfin, qui avait essayé avant, moi j'avais vu mon oncle, mais très petit. C'est assez marrant d'ailleurs de rebaliser Jacques Tati et de revenir vers lui des années plus tard, quand tu as découvert pas mal de choses dont il s'est inspiré. Là-dedans, je retrouve aussi pas mal, bon, je sors des choses évidentes, hein, mais de Chaplin, de Buster Keaton, le truc où il y a un personnage qui est créé, qui est amené, et surtout la mise en scène suit le personnage et ne le laisse pas juste faire des gags, mais elle l'accompagne et la caméra en fait aussi. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve chez Chaplin et Keaton et que je retrouve par exemple un petit peu moins, dans une autre mesure, dans des gars que moi je regardais petit, comme Benny Hill par exemple. Ça me fait beaucoup penser à du Benny Hill en moins vulgos, mais avec cette fois-ci une caméra qui est beaucoup plus inventive et qui va suivre le personnage et qui s'indépendantise de temps en temps pour continuer à faire ses gags. Au final, c'est un peu elle, à sa manière, Monsieur Hulot. Et enfin, donc voilà, c'est un plaisir de l'avoir redécouvert comme ça. C'est vrai que petit, mon oncle m'avait quand même beaucoup marqué. J'ai l'impression, quand tu vois quelque chose comme Les Vacances de Monsieur Hulot, même si je pense n'avoir vu aucune image de ce film auparavant, mais tu as quand même l'impression d'être, ouais, enfin, de revenir dans un univers qui t'est déjà familier, que tu as déjà découvert, que tu connais, parce qu'il y a un goût de reviens-y, il y a un côté très français au final, qui a
qui nous regroupe, quoi. Et c'est vrai que quand j'avais revu dernièrement des images de mon oncle, au-delà des souvenirs qui revenaient, c'était quand même cette impression de connaître cet univers quoi qu'il arrive, parce que, comme le disait Marwan, comme ça a été dit derrière, ça a été très référencé partout. C'est un univers qui est revenu beaucoup dans le cinéma français comme ailleurs, donc quoi qu'il arrive, Tati se rejoint dans beaucoup de travail visuel et de ton, je trouve. Là, maintenant, les questions que je vais vous poser, pas besoin comment dire, de choisir qui va répondre en premier. Voilà, vous prenez la parole, n'hésitez pas. Thierry, quand tu dis, et les autres peuvent réagir, bien évidemment, quand tu parles de côté français, est-ce que Jacques Tati est un cinéaste français au sens où, dans ses films, il y a une sensibilité liée peut-être aux cultures au pluriel qui sont en France? En tout cas, dans ce film-là, il met en scène quelque chose de très français. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que quand on voit le petit village de vacances que l'on revient, on n'est pas dans la station balnéaire européenne comme on la voit maintenant, comme on la verra en Grèce ou en Espagne. Enfin, je veux dire, pour vulgariser un petit peu, mais quand tu te balades encore aujourd'hui, on avait fait des randonnées avec personnes présentes ici sur les plages de France, et on retrouve ça. Le côté, ces villages qui sont très préservés, où ça n'a pas beaucoup bétonné, ça n'a pas beaucoup construit, il y a encore ces vieilles maisons, même encore aujourd'hui, elles ont cette tête-là. Tu vas dans certains villages de Normandie ou un peu sur la côte landaise, ça ressemble encore pas mal à ça. Je peux pas m'affirmer sur toutes les. Enfin, donc c'est là-dessus aussi qu'on retrouve quelque chose qui au final est quand même très identifié comme géographiquement français, quoi. Dans ce sens-là que je voulais dire ça. Oui, il y a aussi les congés payés, qui sont quelque chose qui, bon, même si on parle d'un film de 53, c'est quelque chose qui est relativement récent, au sens où c'est quelque chose comme une vingtaine d'années, quelque chose en genre, je sais plus exactement. Mais il y a aussi l'espèce de remerciement des communautés locales auxquelles Tati a été très attaché, ne serait-ce que durant ce film, mais surtout durant Jour de fête, où l'attachement français est aussi très présent, puisqu'il y a toute une partie du film où, en gros, le personnage campé par Jacques Tati, qui n'est pas encore Monsieur Hulot, mais qui est toujours son espèce d'homonyme sur grand écran, est confronté comme dans chacun de ses films, encore une fois, aux extravagances de la modernité, et on présente un petit peu la façon de faire de la poste des Américains. C'est-à-dire qu'ils le font en hélicoptère ou alors de façon ultra efficace. C'est l'arrivée de l'efficacité primaire par rapport aux conditions humaines. Et lui, il veut se réadapter par rapport à ça et montrer, parce que tout le monde se fout de lui, parce que regarde, les Américains, ils font vraiment mieux que toi. Et lui, il est bon, je vais leur montrer que moi, malgré mes petits effets, je vais réussir à être aussi efficace que les Américains, et que nous, ici, on n'a rien à envier à personne. Et il y a un regroupement communautaire des petits villages de France, comme l'a dit Thierry, très bien conservé, surtout par rapport à la période à laquelle il tourne, c'est-à-dire c'est fin 40 pour Jour de fête et début 50 pour les vacances de Monsieur Hulot. Qui est magnifique, qui est quelque chose que je considère très français, puisque c'est des villages français qui l'inspectent, et les communautés françaises qui font partie de ces villages. Est-ce qu'on peut dire que dans les vacances de Monsieur Hulot, il y aurait comme ça chez Tati une espèce de, non pas d'autodérision, ou alors si, peut-être, à vous de me le dire, mais est-ce qu'il y a aussi une espèce d'observation très critique, peut-être d'une certaine modernité ou d'une certaine France qui est en train de rentrer dans une nouvelle ère économique, pardon. Est-ce qu'il y aurait de cela, ou alors pas du tout? Alors moi j'ai remarqué un détail en fait dans le film qui m'a intrigué, qui était un moment où on entend la radio, et en fait on a un ministre qui parle à la radio, et on entend un peu plein de mots comme ça balancés. On a, enfin, j'avais noté quelques mots parce que ça me faisait rire, parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'on entendait notre gouvernement actuel. Donc, on entendait des mots comme inflation, responsabilité, guerre. Mais on comprend pas le contexte, en fait. C'est plein de mots balancés comme ça qu'on entend un peu. Ça, après, c'est vraiment le côté Tati qui nous, avec le son, on n'arrive pas toujours très bien à distinguer ce qui est fait exprès. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de je sais pas si c'est vraiment une critique, mais en tout cas, il y a une sorte de fond un peu distancié, enfin critique sur certains aspects. Et puis même, si je peux dire aussi quand même que, ce personnage de Monsieur Hulot, il a vraiment, c'est vraiment une représentation
comment dire, assez comique d'une sorte de personnage un peu lambda, d'un Français lambda, mais qui sort du lot justement de tous les autres personnages en fait, enfin, qui vient un peu créer justement c'est assez bizarre à dire, mais une sorte de chaos tranquille en fait un peu au sein de justement cette société très ordonnée. En tout cas, il y a un peu des codes, il y a un peu toujours en fait ce qui est très drôle dans le film, c'est surtout ça, c'est qu'en fait tous les personnages vont toujours se parler vont toujours communiquer par certains codes sociaux. Enfin voilà, tenir la porte, il y a le serveur qui va je sais pas venir servir quelqu'un, tout ça, machin, mais c'est toujours dans ça que vient un peu dynamiter le cinéma de Jacques Tati. En fait, il vient toujours un peu dérégler les choses, et du coup, je pense qu'il y a quand même, dans tous ces films, mais notamment celui-là, toujours un peu une manière de dérégler un peu les choses, quoi. Bah, en parlant de ça, je trouve intéressant cette idée que, contrairement à un Chaplin ou à un Keaton, ici, dans ce film, ce n'est pas vraiment Hulot seulement lui qui est l'élément perturbateur, mais tous ces personnages qui habitent cette plage et ce lieu de vacances. Et dans la mesure où finalement ce n'est pas le seul acteur de cette perturbation, et comme tu pouvais dire, Samir, mais par rapport à leur usage de la technologie, leur usage de nouveaux moyens de se divertir dans cette saison. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est de se dire, tiens, les personnes qui est un peu différentes, qui perturbent chaque scène, situation, scénette, ce n'est plus que ce personnage fantasque, mais tous ces personnages qui le sont. Voilà. Ouais, Mais je pour- trouve Non, que vas-y, tu as vas-y. une double perturbation là-dedans, puisque tu as comme le disait très bien Joanne, tu as la radio qui rappelle le quotidien auquel tout le monde essaye d'échapper. C'est les vacances, donc tout le monde essaye d'échapper à ce quotidien, et il se réinvite par tous les moyens, hein, les journaux, la radio, etc. On a toujours ce retour un peu à une réalité que tout le monde essaye d'oublier. Et de l'autre côté, le personnage de Monsieur Hulot est là pour lui dynamiter ces vacances, en fait, où les gens reproduisent ce qu'ils font dans la réalité. On a l'ancien militaire qui rappelle ses campagnes, l'homme d'affaires qui est toujours à ses affaires et qui est perturbé sans arrêt. Voilà, on a plein de choses comme ça qui reviennent de la réalité et qui font que les vacances ne sont pas vraiment les vacances. Et le personnage de Monsieur Hulot, lui, il a ce côté... Il n'a pas la volonté de nuire, mais il a ce côté-là où il est perturbateur parce que c'est le seul qui n'est pas réattaché à un réel derrière, qui le rattrape et je trouve qu'il y a cette espèce de double perturbation dans lesquelles sont prisonniers les vacanciers, hein, de la station, et où ils sont pris un peu dans un étau entre leur réalité et Monsieur Hulot qui est là pour faire ses petites vacances, très maladroites. Et ouais, je trouve que ces deux aspects-là sont plutôt intéressants dans ce Tati-là, en tout cas. Et c'est vrai que il y a des prémices d'une modernité, mais même dans ce que veut raconter Tati, et qu'on voit en fait au fil de l'évolution, si on commence au début de sa carrière jusqu'à arriver à Playtime ou Trafic, on voit en fait les différents passages de la modernité et son regard qu'il peut avoir. Et quand il arrive dans Playtime, là, c'est complètement entré dans le moderne, dans l'américanisation. Et du coup, là, on a des prémices, comme le rappelait Jolan ici. Là, je crois que même à un moment à la radio où je sais plus quel personnage écoute une voix et il y a un rappel des chiffres de la bourse. Donc, il y a aussi là un côté très affect sur l'argent et sur une certaine bourgeoisie. Il y a des personnages qui sont complètement bourgeois qui partent en vacances parce qu'à cette époque-là aussi, il fallait pouvoir se payer ces vacances-là. Donc, il y a ce regard qui est assez piquant tout de même, mais jamais en fait, jamais insultant. Il se moque jamais en fait de ces personnages. Il les fait jouer aussi, il les fait jouer ensemble et on apprécie chacun d'eux. Si on devait faire une espèce créer une résonance avec la société d'aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire par exemple que toutes ces personnes qui vivent dans cette résidence de vacances, parce que le film en fait raconte juste
une semaine dans une résidence de vacances près de la mer, je sais pas, peut-être en Normandie ou je sais pas, j'en sais rien, et avec que des stéréotypes comme ça qui sont là, comme n'importe quel stéréotype que nous voyons lorsque nous allons en vacances. Et nous sommes aussi des stéréotypes, c'est ça qui est très intéressant. Et puis surgit Monsieur Hulot qui est aussi un stéréotype à sa manière, qui vit dans cette société et qui n'a aucun problème avec les autres, mais je pense que les autres, eux, ont beaucoup de problèmes avec le fait que lui, il a aucun mal dans son rapport à l'existence. Est-ce qu'on pourrait ne pas, je sais pas moi, créer une espèce de résonance avec aujourd'hui en disant que toutes ces personnes qui sont dans cette résidence et qui se parlent mais qui finalement ne s'écoutent pas vraiment, ça serait peut-être aussi toutes ces personnes qui aujourd'hui sont avec leur téléphone portable et qui regardent leur téléphone portable, et puis il y a un hurluberlu qui arrive comme ça et qui dit, je le dis de manière très grossière, attention, c'est provocateur, comme ça peut délier les langues, et puis il y a quelqu'un qui arrive avec un livre. Mais les deux vivent dans la même société, les deux existent. Et je ne veux pas dire que l'un a tort et l'autre a raison, c'est pas ça dont je dis. Mais c'est intéressant comment on observe les uns, comment on écoute les autres. Est-ce que finalement, il y a une scène, par exemple, il y a celle-là. C'est juste cette petite image. Alors, c'est quoi ? Eh ben, c'est M. Hulot qui est dans une pièce et qui écoute du jazz à fond. Et à ce moment-là, il y a tous les résidents qui sont en train de boire un thé ou un digestif ou je ne sais quoi, qui se parlent ou qui ne s'écoutent pas et qui sont dans une espèce de hall, et puis d'un seul coup, ils sont perturbés par cette musique. C'est du jazz, donc c'est une musique qui vient d'ailleurs, et en plus, une musique en même temps afro-américaine, on va dire ça comme ça, même s'il n'y a pas que, mais pourquoi pas. Et puis, c'était une musique très connue à l'époque. Enfin, voilà. Est-ce que ça dit des choses, ça aussi, du rapport à l'autre, finalement ? Parce que moi, je n'ai pas l'impression que Hulot représenterait quelque chose de bienveillant, de positif, et que les autres représenteraient tout le négatif, mais que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, est-ce que ce film, finalement, il est beaucoup plus complexe que ça ? Je crois, Charlotte, tu avais levé le doigt. Oui, parce qu'en fait, quand tu dis ça, ça me fait penser à... malgré le fait que je l'ai regardé en plusieurs fois, il y a vraiment quelque chose qui s'est développé en moi en le regardant. C'était qu'à chaque fois qu'il y avait une interaction avec d'autres personnages, je me disais, est-ce que cette fois-ci, il va se faire ignorer ? Ou est-ce que finalement, il y a des liens qui vont se créer avec les gens ? Et en fait, il y a plusieurs personnages qui s'intéressent à lui quand même au fur et à mesure du film, notamment la jeune femme que j'ai beaucoup aimé en fait au fur et à mesure, parce que je me disais oui, vas-y, parce que c'est vrai qu'en y repensant comme ça, lui, il arrive, je me suis dit peut-être c'est la première fois qu'il partait en vacances, alors qu'il arrive dans un endroit où peut-être que les gens, c'est pas la première fois, donc il y a une espèce de rituel qui se met en place où tout le monde joue aux cartes le soir, tout le monde mange ensemble le midi, enfin ceux qui se connaissent déjà mangent ensemble. C'est difficile de s'intégrer en réalité quand on est seul, comme il est en fait, puisqu'il vient en vacances seul dans cet endroit. Et donc moi vraiment c'était le côté où je me disais à qui il va parler ? Est-ce qu'il va parler à des gens ? Parce que donc en reprenant le moment où il écoute de la musique, il écoute du jazz très fort. Moi, ce que j'ai trouvé très drôle dès le début, c'est qu'il arrive avec sa voiture qui pétarade dans cet endroit tout calme où il n'y a pas un bruit. Donc en fait, tout le monde le remarque dès son arrivée, mais c'est pas pour autant que les gens vont forcément aller vers lui, justement parce qu'il y a ce côté où peut-être qu'il est différent d'eux. Donc, ils vont pas forcément aller vers lui de prime abord, mais il y en a quand même qui vont faire le pas vers lui et pour découvrir, pour interagir avec lui. Il y a aussi la dame anglaise qui arbitre la partie de tennis, qui est très marrante. Et voilà, si d'autres personnes... C'est les deux seuls personnages qui vont lui dire au revoir à la fin, d'ailleurs. Non, il y a aussi le couple. Oui, il y a le couple aussi. Qui fait que marcher et rentrer le soir pour aller au restaurant, que personnellement j'ai beaucoup aimé. Ouais, du coup, j'étais très contente à la fin que le monsieur vienne lui dire oui, tenez ma carte, si jamais on reste en contact. Enfin...
ce couple qui est un peu une espèce de fil rouge du film. Et moi, je reviens à ce que tu disais, Samir, sur le fait que oui, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. C'est pas juste une critique de la société moderne en disant c'était quand même vachement mieux avant, etc. Non, c'est un peu un récit d'observateur. Il se positionne en tant qu'observateur en disant ces choses-là ont changé. Je trouve ça peut-être un peu absurde, mais c'est intéressant. Et qui suis-je pour les remettre à leur place? Qui suis-je pour juger ce genre de choses? C'est un peu le gag avec la cafetière dans Mon oncle, où il fait rebondir la cafetière, elle rebondit, il prend un verre, il se brise en deux. C'est extraordinaire comme gag. Et c'est un peu tout le principe de Tati, c'est que le monde autour de lui change, il s'en rend pas compte, il y a des trucs qu'il comprend pas tellement, mais lui, il est au milieu, il fait bon, bah, c'est comme ça. En faisant ça, ça me fait un peu penser à Ozu, qui il a fait quelques films un peu où il y a un petit peu un sens moral caché, mais la plupart du temps, Ozu aussi passe plus de temps à observer les interactions sociales entre ces personnages que simplement dire vous avez vu, c'est bizarre comment ça se passe aujourd'hui. Non, Tatsi, il est au centre et justement, ce qui me fait dire ça, c'est qu'il observe, c'est qu'il fait suivre son récit, non seulement pas seulement uniquement de par Monsieur Hulot, mais aussi, comme l'a dit Charlotte, par ce couple de petits vieux qui vont qui vont entre les villages, on ne sait pas exactement ce qu'ils font, mais ils sont souvent là sur l'image. Soit ils prennent des coquillages, soit ils regardent la mer, etc. Et on prend souvent le temps de les filmer, alors qu'ils sont au milieu de la situation qu'on était initialement en train de nous expliquer. Et ils sont là, et ça me rappelle un petit peu, pour ceux qui l'ont vu, la petite grand-mère dans Jour de fête, qui était au milieu du village et qui commentait tout ce qui se passait autour d'elle, et qui n'avait pas un rôle central dans l'histoire, mais juste elle commentait ce qui se passait. Elle parlait des jeunes filles qui venaient s'habiller pour se faire belle pour la fête, etc. etc. Et j'ai l'impression que même si c'est pas l'intérêt du personnage de Monsieur Hulot, il y a toujours ce genre de personnages dans la filmographie de Tatsi, qui sont des personnages filaires, qui relient les interactions entre elles et qui créent de l'interaction, justement, où il y a pas forcément que de la surface entre les gens, mais aussi parfois de vraies interactions. Je pense à la famille qui essaie de passer du bon temps, de se prendre des photos, etc. Et le père est constamment à côté du téléphone parce qu'il a constamment peur de recevoir un coup de fil. Quelque part, c'est aussi ça, c'est le travail, les obligations, les instances supérieures qui sont là pour perturber un peu la vie quotidienne et qui sont beaucoup plus dérèglements entre les gens qu'un dérèglement naturel qui viendrait avec le temps entre les individus. Et en parlant d'interaction, j'ai remarqué que ce film faisait vraiment attention vraiment d'enlever un maximum de dialogue pour montrer autre chose. Il y a un dépouillement assez impressionnant du mot où dès lors qu'il est proposé, il a une importance mais qui est tout autre. Elle est à peine informative, elle est plus. Je trouve que les mots en général dans ce film ont tendance à avoir une fonction décorative par rapport à ces personnages-là. Ça les transforme un peu en personnages de bande dessinée. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que le dialogue, l'échange se fait à travers le geste, à travers le mouvement, et qui, on va dire, appuie davantage l'absurdité des choses. Et de cette manière-là, je trouvais ça impressionnant, le fait que la radio soit plus audible, par exemple, que la parole des personnages aussi. Il y a cette idée de rendre les choses audibles pour chacun et pour l'autre. Et je trouve que ça a son intérêt tout particulier de rendre le tout l'interaction assez différente et dans ce film, quoi. C'est vrai que marrant, tu parlais de dialogue, mais dès le début du film, quand ils sont sur le quai de la gare, le mec qui fait les annonces au micro, on comprend rien en fait. Il est en train de gueuler, il annonce les quais. C'est Tati, hein. C'est la voix de Tati. Tati. Je savais pas que c'était la voix de Tati. C'est drôle parce que parmi les images, il y avait celle-là. Je savais pas que c'était la voix de Tati, mais voilà. Mais c'est Tati, entre parenthèses. Ouais. Il annonce les arrivées sur le quai, on comprend rien, et c'est vrai que tout le long du film, il y a ce côté-là, en fait, mais c'est très musical, hein. Il appuie, par exemple, le bruit de la porte du restaurant quand elle s'ouvre et qu'il y a une demoiselle qui entre, et donc le mec est en train de couper, je sais pas, s'il est en train de couper du pain ou un autre aliment, et la personne d'après, donc c'est plutôt un monsieur,
Et à chaque fois, il y a ce bruit de porte qui arrive. Et à chaque fois, en fait, il y a des bruits comme ça qui viennent rythmer le film. Et c'est vrai que ce dialogue, en fait, mais dans tous les films de Tati, hein, si on va dans Mon Oncle, dans Playtime, où carrément il y a des passages en anglais ou en allemand qui sont pas traduits. Donc, c'est-à-dire que c'est pas vraiment important pour lui, en fait, le dialogue. Tout passe par l'image. C'est cette force aussi de ce type de comédie française qui, on va dire aujourd'hui, est plus appuyée sur le mot. En fait, il y en a beaucoup qui sont surécrites. On passe tout par la parole, en fait, l'écriture, la vanne, alors À qu'en fait, l'époque, la il y en vanne, avait aussi. oui, il y en avait, mais Il y aujourd'hui, avait énormément. Enfin, c'est un extraterrestre, Tati, quand même, de son époque. Il y avait plus de comédies françaises comme la configuration que tu évoques aujourd'hui que celle de Tati. Hein. C'est pas pour dire qu'aujourd'hui c'est moins bien qu'avant, enfin peu importe, mais non, mais je veux dire, aujourd'hui, ça fait du bien de revenir à ce genre de cinéma et voir ça, en fait, quand il y a beaucoup de comédies qui sont très appuyées sur le dialogue ou l'écriture. Ça dénote et ça montre aussi que ce comique de situation, eh ben, il permet de caractériser et de construire des personnages juste avec l'image et les gestes qu'ils peuvent avoir. Il y a un truc qui était intéressant dans ce que tu disais, Samir, et je vais revenir justement sur un seul truc. l'interview Il y qu'on a un seul a. truc qui était intéressant dans ce que je viens de dire. Ouais, un seul truc. Non, mais c'est un truc que t'as même pas dit aujourd'hui, tu vois, pour te dire, hein. Et en plus, j'ai dû le lire quelque part. Hein, ça a dû être. Ouais, c'est certain. Oui, je sais que de toute façon, quand on a fait l'interview ensemble, c'est pour ça que tu as demandé à ce que ce soit une interview écrite, parce que sinon on te voyait lire l'interview des autres. Tu sais, damné comme d'habitude. Hein. Bah, en plus, il était là. Il a vu. Je Hein. t'en prie. Il a vu Tati. En fait, tu dis un truc qui est intéressant au moment, donc tu parles au fait du rapport aussi de l'individuel au collectif, avec Tati qui lui arrive d'un monde très collectif et se retrouve dans un monde individuel. Et aussi le côté, c'était quelque chose qui m'avait interpellé quand tu avais dit ça, quand on s'était entretenu. Tu disais, pour moi, Monsieur Hulot, c'est un migrant. Et du coup, moi, je regarde le film en me demandant, bon, quels sont les indices qui vont me faire penser à ça. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que le personnage n'intervient pas tout de suite. On est d'abord dans la présentation un peu de tout ça. On peut le voir de loin qui se dirige vers tout ça, mais lui n'est pas vraiment là. D'ailleurs, à partir du moment où il verbalise son nom, qui est d'ailleurs l'un des seuls, des rares choses qu'il va prononcer, c'est là que le personnage, tout à coup, existe. Et on sent vraiment que c'est un monde qui est excessivement ordonné, avec des codes vacanciers. Et donc lui arrive avec, c'est pas mes codes et c'est comme ça. Et la question qui se pose, c'est comment on va l'accepter. Donc là, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce qu'au final, ça paraphraserait un petit peu. Mais il y a par exemple une scène qui m'intéresse, qui pareil, et comme le disait Marwan aussi, est très agencée comme une case de BD, puisqu'à chaque fois, vraiment, on a un cadre avec une action. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais déjà compris chez Tati, et c'est vraiment je pose ma caméra, c'est une action, je vais aller autre part, je vais pas forcément dialoguer avec, mais la caméra va montrer différentes petites phases de cette action. Tu as un passage où tu as une table, donc les deux personnages sont assis côte à côte. Tu as donc normalement Monsieur Hulot, un autre personnage, sauf si je me trompe, mais quand même ce serait dommage. Et tu as un personnage qui veut attraper les condiments qui sont de l'autre côté de la table. Et à chaque fois qu'il veut, l'autre veut s'essuyer, donc il lui attrape le bras et s'essuie avec. Et donc ça fait un passage très comique, sauf qu'en fait on s'aperçoit quand même que avant cette scène, et ce qu'on a tendance à oublier parce qu'on se focalise sur le gag qui est fait devant nous et qui, en tout cas, ça a bien fonctionné sur moi. Dès qu'il s'assoit à côté de cette autre personne lui lance un regard en lui faisant comprendre que t'as pas ta place ici. Je suis pas d'accord avec le fait que tu t'assois à côté de moi là où lui est en mode, bon, il y a une place, je m'assois. Voilà. Et c'est là, tu vois, le rapport qu'on sent de. Alors, ça parle effectivement de bourgeoisie, ça parle peut-être un petit peu de classe sociale, mais ça essaye de le masquer un petit peu pour parler justement des individus. Mais il y a quand même le côté des gens qui ont l'aise de se payer des vacances, qui sont là et qui connaissent les codes des vacances, et lui qui arrive et qui se dit, moi, les seules vacances que j'ai, c'est d'aller voir les copains au troquet, et je me retrouve un petit peu là-dedans. J'ai ressenti un petit peu ça là-dessus, et après, non, effectivement, le côté bande dessinée joue beaucoup sur le dépouillement du mot. Et c'est pas étonnant du coup qu'il y ait peu de dialogue. Et les seules choses qu'il va verbaliser sont des choses, au-delà de la radio, qu'effectivement je trouve qu'il la verbalise pas, c'est juste pour donner une ambiance et pour jouer aussi de tout ça. Mais quand il doit verbaliser quelque chose, c'est vraiment pour apporter une information qu'il ne peut pas apporter à l'image. Donc c'est des noms, c'est des choses comme ça qui sont importantes. Et je terminerai avant de donner la parole en disant que pour faire un raccord actuel, regardez les films de Pascal Rabaté. Je sais pas, je pense notamment à Ni avant ni Aloué ou Sandan, qui pareil, ils sont très dépouillés en dialogue. Les Sandan, Ni avant ni Aloué ressemble énormément aux vacances de Monsieur Hulot. Ça se passe sur une plage avec des gens qui vivent des petites péripéties comme, ah mon Dieu, mon cerf-volant s'est
c'est barré et je vais le poursuivre pendant tout le film. C'est un fil rouge, je vais le retrouver à différents endroits et ça va me permettre d'amener des petites scénettes. Et ça me fait beaucoup penser à ça. Et c'est aussi l'un des rares cinémas actuels qui se dépouille énormément, je trouve, du langage et qui m'a fait beaucoup penser à Ducati. Voilà, si jamais, Neil, tu voulais t'y intéresser, un de ces quatre, ça pourrait peut-être te plaire, si tu veux revenir à ça en couleur. Et c'est marrant parce que je pensais à une autre scène dans ce que tu disais par rapport au fait que M. Hulot soit un migrant et des codes, etc. C'est la scène du tennis où en fait il a pas les codes, il comprend mal les codes de comment ça fonctionne, de comment on joue au tennis, et pourtant il réussit mieux. Et on sent qu'il a pas le droit à cette réussite-là. On voit les différentes personnes où il fait mieux qu'eux et sortir de ce terrain et tous s'échanger entre eux en se disant bah, lui il joue pas comme nous et il devrait pas jouer comme ça. Je trouve ça fait écho pour moi sur cet aspect-là en tout cas. Et ce côté, voilà, Monsieur Hulot, sa manière de faire les choses et le fait qu'elle soit pas la même que les autres, que ce soit pas les mêmes codes que les autres, on l'autorise pas à avoir ces codes différents et surtout on ne l'autorise pas à faire mieux et à mieux réussir. On l'autorise pas à être aussi à un moment l'objet d'intérêt de la jeune femme. Voilà, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place et qui je trouve, sont là pour rappeler à Hulot sa condition, le fait qu'il n'appartient pas à ce monde-là. Et ceux qui s'intéressent à lui et qui le remercient à la fin des vacances, c'est justement ceux qui, soit n'ont pas les mêmes codes, donc l'anglaise, qui n'a pas les codes de la société française et qui trouve que c'est très bien d'avoir d'autres codes et de voir d'autres codes comme ça pendant ces vacances-là. Mais on a aussi le monsieur du couple qui vient lui donner la carte, et où lui, on sent vraiment une lassitude par rapport à ce que doivent être les vacances et ce que sont les passages obligés. Quand sa femme lui tend les coquillages, lui, il les balance en disant bon, ça l'intéresse peu. Et lui est très content, en fait, que Hulot vienne perturber tout ça et amener quelque chose d'autre qu'une routine bien sentie et traditionnelle. Donc, ouais, non, je trouve ça assez intéressant. Ce dont on n'a pas parlé encore et que je trouve super intéressant, c'est que Hulot est joué par Tati. C'est le réalisateur qui passe de derrière la caméra à devant la caméra. Et c'est un geste qui est, moi, je trouve super intéressant à étudier. Parce que c'est un geste qui, se fait par certains cinéastes assez connus, mais qui ont une différente approche. Déjà, je considère qu'un acteur, on va appeler ça un acteur-auteur, c'est un corps qui est devant la caméra, mais qui n'est pas censé être là. Donc déjà, c'est un corps qui est pas à sa place, on va dire. Et c'est marrant que, justement, il y a beaucoup de cinéastes qui l'aient pris au pied de la lettre et qui les jouaient comme ça, ne serait-ce que Jerry Lewis ou alors les grandes personnalités du muet et burlesque, donc Chaplin et surtout Keaton. Et Tati le joue comme ça, contrairement à des acteurs-auteurs qui considèrent plus le fait de passer devant la caméra comme une espèce de divan de psychologue, comme Nanny Moretti ou Woody Allen. C'est surtout ils ont des trucs à dire et donc ils le disent devant la caméra frontalement. Mais là, justement, je trouve qu'il l'interprète super bien. Le fait de se sentir pas à sa place, d'être une espèce de trublion d'énergumène qui ne devrait pas être parmi les acteurs parce que c'est le réalisateur. Et que finalement, il y a quelque chose de très masochiste là-dedans. C'est que, aussi, c'est ce qui le différencie de Jerry Lewis. Jerry Lewis, c'est aussi un très gros masochiste, de devoir subir tous les gags qu'il a écrits pour les personnages pour se faire souffrir lui-même. Il se met en scène lui-même en train de faire ce genre de gag. Là, c'est pareil, la scène où Hulot doit se faire charrier sa voiture et où on tend la corde au fur et à mesure à chaque fois et il passe dessus et il se fait jeter à l'eau. Il a écrit la scène pour lui, pour pouvoir interpréter le gag lui-même. Et c'est un geste que je trouve magnifique, moi. Et là où, contrairement à Jerry Lewis, où lui, il joue vraiment le crétin, le crétin absolu qui fait rire la galerie parce qu'il a aucune idée de ce qu'il fait, etc. Jacques Tati, même s'il a l'air d'être un peu inconscient du monde qu'il est, c'est un inconscient doux. C'est un inconscient humble et donc on s'y attache bien plus. Et je trouve ça bien plus beau, même si c'est deux aspects qui sont partiellement incomparables, mais je trouve que c'est super intéressant qu'il ait choisi d'incarner Hulot lui-même. Pour moi aussi, ce qui est assez passionnant dans la place du personnage dans le film, vraiment comment il est mis en scène et comment il interagit avec les autres, c'est aussi qu'il y a pour moi un peu un aspect de ce personnage qui est, comme je disais, à la fois présent et absent dans le film, et qui même quand il est absent, il y a des moments où c'est comme s'il avait laissé une trace déjà dans l'espace en fait ou sur les personnages. Par exemple, la scène le tout premier plan là que tu as montré, Samir,
c'est un moment qu'on va revoir. Enfin, il va y avoir de nouveau un gag par rapport à cette musique qui va passer très très fort, sauf qu'il sera pas là. En fait, c'est quelqu'un qui rentre dans la pièce et qui allume et qui en fait en même temps fait allumer la musique. Et du coup, d'un coup, c'est vers la fin, hein, c'est le fameux climax là. Et du coup, c'est comme, enfin, il n'est pas là à ce moment-là, présent dans la pièce, mais il y a une sorte de réminiscence en fait du personnage à ce moment-là, parce que bon, il est à un autre endroit en même temps en train de faire d'autres choses, mais ce qui fait que c'est un personnage qui est toujours un peu, qui a toujours des liens en fait avec tous les lieux ou tous les personnages. Enfin, il y a toujours un peu des, enfin, c'est ça qui rend sa complexité justement au personnage. Et même moi, enfin, ce qui m'a marqué, c'est la première fois qu'on le voit réellement. C'est un moment où en fait au final il disparaît très vite parce que c'est le moment où il ouvre la porte dans l'hôtel et qu'il y a le vent qui apparaît qui fait tout partir n'importe comment, que tout le monde essaye de gérer ça et lui au final il est même pas dans le plan en fait, il est en dehors en train de chercher ses valises. Et du coup c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ce personnage, c'est qu'il est toujours un peu là mais pas là en même temps, mais il a toujours un impact en tout cas, il y a toujours une sorte d'impact à retardement ou avant, enfin c'est ça qui est aussi bizarre aussi avec ce personnage. Mais il a un impact dans les scènes, mais il est toujours maître en fait. C'est-à-dire, il arrive toujours à s'en sortir. Il se met dans certaines situations, certaines situations, mais il arrive à s'en sortir. Et au final, ça va avoir des conséquences aussi pour les autres. C'est ça qui est assez marrant. On parlait du regard aussi sur le personnage. Alors là, je reviens un petit peu en arrière, mais c'est vrai que ça fait écho d'ailleurs à ça, parce que Jolan, tu viens de citer le fait qu'il y a des bagages, et ça me fait penser à cette scène-là. Il y a la scène des bagages qui est assez intéressante. Déjà, oui, effectivement, il s'en sort parce qu'il arrive, il est censé tenir des bagages qui sont beaucoup trop lourds pour lui, qu'il emporte en avant. Il arrive à faire tout le tour de la maison avant que les gens se rendent compte qu'en fait, il a tout traversé. Voilà, enfin, il a fait le tour du jardin, il est revenu, pof, c'est bon, ils ont les bagages, ils sont contents. Mais par contre, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que par rapport au regard que lui apportent les autres personnages, au début, vu qu'il se présente et que c'est le seul qui se présente à eux, eh bien, il l'identifie comme la personne qui travaille là, et pas comme une personne qui partage le logement avec eux. Et ça, c'est assez intéressant aussi du regard qu'il lui porte, parce que c'est pas logique qu'on vienne se saluer comme ça, et qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Oh, c'est sûrement le valet de chambre. Voilà, je vais juste revenir là-dessus, hein. Parce que cette scène m'avait marqué quand même, sur le regard qu'il lui porte. Depuis 3/4 d'heure, et c'est très bien comme ça, on parle beaucoup de mise en situation, de scène à proprement parler. Et juste, je vous montre cette image qui veut dire tout et pas grand-chose, et c'est très bien comme ça aussi. Oui. Et pourquoi je vous montre cette image? Parce que, en fait, c'est le chien, moi, qui m'intéresse à ce moment-là, qui va prendre son temps pour se lever et puis laisser. D'abord, il était là d'abord avant qu'arrive Hulot. Il a laissé une autre voiture rouler et c'est le temps. Et on n'arrête pas de parler de scènes précises. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est le fait que à chaque fois que vous voulez donner un exemple pour un argumentaire, vous insistez bien, vous décrivez bien la scène. Et je trouve ça important chez Tati. Est-ce que ça vous frappe cette manière qu'il a, et là je parle de Tati pour le coup, de construire une scène et pour atteindre, dixit Tati, une vérité dans le rire. Et donc, est-ce que ça doit passer par un travail sur pas la durée, sur le temps? Parce que le film a cette capacité incroyable de s'ouvrir à nous de manière très douce et très progressive. Ça vient pas tout de suite. C'est très, très. Il y a des moments, il y a des petites scènes comme ça où on entend la musique. Il n'y a pas forcément de blagues, mais elles sont là et elles sont importantes. Donc, cette manière qu'il a de construire ces séquences, ces scènes, ces scénettes, pour atteindre cette vérité qui l'a toujours intéressé, qui l'a toujours passionné, est-ce que ça doit passer finalement par le temps? Est-ce qu'il y a de cela? Ou pas? Et alors, s'il n'y a pas, là, ça m'intéresse davantage. Pour moi, il est question de temps alors pour le coup, ça va lui faire un mini détour, mais dans sa construction. Parce que Tati a une mimique qui ressemble beaucoup à celle de Renoir, qui est celle de faire vivre son cadre, son chant, où tout bouge tout en même temps,
on a l'impression que le but de Tati, à chaque fois, c'est de nous faire perdre la notion du temps. Car tout bouge partout, les personnages ont l'air d'être tous dans une histoire qui leur est propre. Il y a toujours une situation qui est vraiment posée. Et par exemple, pour faire un petit détour, French Cancan de ce Renoir-là, bah, il est impressionnant pour ça également. C'est qu'il y a plusieurs. Vraiment, la caméra est posée de sorte à pouvoir raconter plusieurs histoires. Donc à perdre le spectateur dans cette notion du temps qui est. En fait, et par rapport à cet exemple que tu as donné par rapport au chien, elle est belle, car cette fois-ci, au début, il est question que de ce chien et que de cette voiture. Et, euh, et je trouve qu'il y a ce côté où c'est un peu une préparation, c'est un peu ce moment où Tati nous rappelle au temps, nous fait comprendre que voilà, ben là, vous attendez, comme Hulot, que ce chien se lève, qu'il se déplace pour que Hulot puisse avancer et commence son récit. Et par la suite, quand il arrive, c'est vraiment, ça devient toute autre chose et le temps se perd. Et pour ça, je trouvais vraiment que Tati, dans sa manière de composer ses plans, de faire comme des vues, comme au début du cinéma des Lumières, vraiment poser quelque chose, une caméra quelque part et faire vivre les choses, même si c'est fabriqué, bah, c'est quelque chose de fort parce que le temps, d'un coup, n'est plus tangible. Ouais, c'est aussi un peu vecteur sur la construction de l'univers. C'est-à-dire que Tati, il nous installe un univers complet avec une multitude de personnages qui ont une multitude de choses à dire et à faire. Et en fait, il prend son temps pour installer ça. On l'a dit, hein, Hulot apparaît assez tardivement. D'abord, il nous installe tout ça. Et en fait, le temps n'a pas d'importance, un peu comme Hulot qui veut se rendre à son endroit et le chien qui se couche devant. Tati nous dit, ben, c'est pas grave, on a un chemin à suivre, on a une histoire à dérouler, mais on va prendre le temps. On prend le temps d'installer ce qui doit être installé. Et le chien est aussi important que n'importe lequel des autres personnages parce que ben, il a sa volonté, il a son envie de faire des choses, comme ils ont tous envie de le faire. et donc, c'est important pour lui de venir installer ça, d'installer cette longueur aussi dans certains plans pour nous dire, ben, voilà, il n'y a pas de souci, les choses vont se passer. C'est l'immédiateté et l'empressement n'ont pas vraiment leur place dans tout ça. Les choses s'installent et les choses vont se faire comme elles doivent se faire, peu importe ce qui perturbe sur le chemin. Bah après, c'est aussi le sujet du film, vu que c'est des vacances, en fait. J'étais en train d'y penser. Les vacances, c'est justement le moment où on prend du temps pour soi. C'est le moment où on a le temps, justement, de ne pas penser à des choses, justement, de se presser, quoi, pour certaines choses. Et le fait qu'en plus, le personnage de Hulot, c'est un personnage qui, justement, lui n'a pas vraiment d'attache, quoi, et il est là un peu là à aider des gens, à faire d'autres choses, à un peu valdinguer partout. C'est vrai que c'est un personnage du coup qui a peut-être la force vraiment de lui prendre entièrement le temps aussi. C'est peut-être ça aussi. Alors que pourtant, tout ce qui se passe dans le film, les gags et tout l'agencement de l'action est hyper rythmé au final. Enfin, c'est fou à quel point il y a des moments où j'avais l'impression qu'il y avait genre 3-4 gags en 30 secondes. Enfin, c'est aussi ça le truc qui est assez impressionnant. Et tu as des gars qui arrivent alors qu'elles ont commencé dans le plan d'avant. Et toi, tu te dis... C'est ça aussi le truc sur le temps. C'est ça, c'est que ça, il prend le temps aussi de faire arriver des gags et de pouvoir aussi justement les dilater presque. En fait, c'est ça qui est aussi très très fort. Mais même pour le moment, arrivé à cette scène avec le chien, en fait, même quand il est en voiture, on voit que lui, sa voiture, elle roule à 2 à l'heure. Les gens à côté sont pressés, le double, n'importe où. Et lui, il arrive devant le chien au moment en fait, où on croit qu'il est pressé parce qu'il commence à klaxonner. Mais ça fait un bruit de poète-poète. Donc le chien, il bouge la queue et il continue à attendre couché au sol. Et même quand il vient à côté de lui, ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il caresse. Donc à côté de ça, il le remercie aussi de ce moment et que c'est un personnage à part entière. Donc oui, toute la construction pour arriver en fait au lieu de vacances, bah, il se fait doubler par tout le monde. Il arrive tranquillement avec ses affaires et c'est à ce moment-là que les vacances commencent pour lui.
Je rappelle, les vacances de Monsieur Hulot, ce sera le 3e film de la journée Festival Microciné qui se tiendra donc le 17 février au Club de l'Étoile, 14 rue Troyon. 3e film qui sera projeté à 17h. Et on était en train de, voilà, on en discutait avec On se fait un ciné. Et il y a une dernière image que j'aimerais vous montrer. Je crois, Yolan, que tu en as un peu parlé. Tu l'as évoqué, je crois, hein, si j'ai bien écouté. C'est cette image-là, qui est pratiquement l'une des dernières. Hein. C'est celle-là. Et moi, là, pour la petite... c'est ça. C'est celle-là. Et pour la petite histoire, si on rentre un peu dans la subjectivité, moi, ce film, je l'ai vu il y a très longtemps. Et ce gosse, moi, je me suis identifié à ce gosse à la fin. Et je trouve que il est magnifique, ce gosse, parce que ça déjoue et ça contredit tout ce qu'on a pu dire sur un Tati un peu réac, très conservateur, et sans vraiment faire de la psychologie de bazar. Mais Tati, pour lui, l'avenir, c'est cet enfant, et c'est très important, l'avenir, en fait. C'est ça le plus important, c'est l'avenir, c'est cet enfant. Et j'aime bien cette idée, et on le revoit, enfin, je l'ai vu je l'ai vu de nombreuses fois, mais je l'ai revu récemment, et je trouve ça génial parce qu'on oublie aussi qu'il y a cet enfant qui est très espiègle, il fait, voilà, et qu'à la fin, il soit là à écouter, et qu'en fait, pour le coup, Tati choisit de les mettre tous dans le même plan, et eux le regardent lui, qui lui leur tourne le dos. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en gros, on regarde l'avenir, et il ne regarde pas derrière lui, il regarde l'avenir, il regarde devant. Alors que dans le plan d'avant, enfin un des premiers plans du film, c'était on regardait le dos de Tati, parce que eux ils le regardaient, et c'est ça. Et Tati se retourne jamais, sauf quand ils éteignent, quand ils coupent l'électricité. Mais cet enfant de la fin du film me promet beaucoup de choses, en fait. Me promet aussi que Tati continuera à observer, comme l'a dit l'un d'entre vous, à savoir bon, bah, il y a des choses qui évoluent, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je... Mais en même temps, je vais regarder, puis, parce que je trouve ça quand même assez intéressant à regarder. Et cette image-là, moi, elle me donne pas de l'espoir, parce qu'on est en 53, et on sait ce qui s'est passé après, on sait ce qu'a fait Tati, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est toujours intéressant de savoir que c'est l'enfant qui a le dernier mot, finalement, qui a la dernière image, c'est l'enfant. Tati a toujours été très conciliant avec les enfants dans ses films. Moi, mon oncle avec le groupe de gosses qui s'amusent à siffler pendant que les piétons marchent et se retournent et se prennent le panneau, c'est aussi un des grands gags du film. Et moi, ce qui m'a peut-être la scène avec un enfant qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est la scène où on a le bambin qui a quelque chose comme 4-5 ans, qui va chercher des glaces pour lui et son frère. Donc on voit même pas sa tête au début, on voit le marchand de glace qui lui donne les 2 glaces comme ça. Il les prend tout mignon, encore une fois, il prend son temps pour y aller, on insiste sur le fait qu'il y aille, et d'un seul coup, il y a la clenche. Et on se dit, ah bah oui, voilà, gag classique, il va vouloir prendre la clenche avec la glace, et elle va tomber. Et non, la glace tombe pas. Et j'adore ça, je trouve ça magnifique. J'ai l'impression de voir, en fait, pour moi, c'est Tati qui dit, non, j'ai pas envie de tomber dans la facilité d'un gag méchant envers un pauvre gosse qui a fait tous les efforts du monde et toute la gentillesse du monde pour amener 2 glaces à son frère et lui. Donc, je vais distordre un peu la normalité, quoi. Parce que logiquement, la glace serait tombée. Non, la glace reste sur le cône. Et comme ça, tout est bien qui finit bien. Les 2 frères peuvent aller manger leur glace ensemble sur leur chaise, et c'est adorable. Et moi, cette scène, c'est peut-être l'une des celles qui me marque le plus dans ce film, et parce que je vois Tati à la caméra qui dit j'ai envie que pour cet enfant, ça se finisse bien. Et même si, en fait, logiquement, c'est censé se finir mal, mais du coup, je vais faire un contrepoint à mes gags habituels, et je vais faire en sorte que ça se finisse bien. Mais j'avais aussi une question à vous poser par rapport à cette question de l'avenir, et de lui concernant ceci, c'est quelle version avez-vous vu de ce film? Parce que j'ai pu voir qu'il a changé au fur et à mesure du temps de montage, il a remonté régulièrement. Et oui, George Lucas n'est pas le seul à faire ça. Et il y a cette idée que au fur et à mesure, il l'a changé. Et en fait, il y a quasiment 30 minutes de différence entre la première version et la dernière. Et la première question, c'est quelle sera la version projetée pour le festival Microciné? Et de 2, pour le coup, quelle version avez-vous vue?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, attends, je vérifie quand même quelque chose. Oui, c'est une très bonne question. En même temps, j'ai ouvert une fenêtre et vais te dire, oui, en fait, c'est pas la version de 53 voilà, d'accord. C'est pas la version de 53 qui durait moins de 2 heures, mais enfin pratiquement 2 heures. C'est la version des années 70. Alors, je vérifie en même temps, excusez-moi. Oui, 78. 78, ouais. voilà, qui dure à peu près 1 heure et demie. Et c'est cette version-là parce que j'ai demandé, et je crois, si je me trompe pas, que c'est dans cette version-là où il y a un rajout, enfin, il y a quelques améliorations, des modifications ou améliorations, mais il y a surtout une séquence incroyable. Un rajout avec une barque, ouais, avec la barque Voilà. qui se brise. Ah bah oui. Voilà, donc, c'est bien ça aussi. J'aime bien quand un film essaye de dialoguer avec un autre et je trouve ça incroyable. Donc, voilà. Donc, c'est la version de 78 et non pas la version de 53 pour répondre à ta question. Est-ce que peut-être, Charlotte, tu voudrais dire quelque chose ou tout a été dit? Je pense que pour aller dans le sens de la discussion qu'on a depuis 1 heure, comme c'est un film très complexe où il y a beaucoup de choses, en réalité, je pense qu'on n'aurait jamais vraiment fini de dire des choses dessus. Ce qui est un peu banal, j'avoue, comme chose à dire sur un film. Mais bon. Mais je trouve que pour celui-là, c'est particulièrement vrai. Et donc, tu vois, par exemple, quand Jules rappelle, le moment avec les deux enfants, donc le petit qui va chercher les glaces et tout, c'est vrai que c'est une scène que j'ai particulièrement aimée aussi et que quand ils s'assiedent tous les 2 à la fin, c'est super mignon, de les voir. Donc je pense que c'est peut-être un film où, au fur et à mesure de la discussion, on se dirait: «Ah oui, et puis il y a ce moment-là, ah oui, et puis il y a ce moment-là, et puis il y a ce détail-là», et puis enfin, voilà, donc Sans fin. on a dit beaucoup de choses, mais je pense que ça pourrait toujours être réalimenté. Bon. Je rappelle donc, encore et toujours, les vacances de Monsieur Hulot, 17h le samedi 17 février, au Club de l'Étoile, dans le cadre de la 2e édition du festival Microciné. Je rappelle aussi que cette projection sera suivie d'un dialogue avec Kefren Mantout. Et aujourd'hui, on a parlé donc de ce film avec pratiquement toute l'équipe de la revue de cinéma On se fait un ciné, qui est aussi partenaire de cette 2e édition du Festival Microciné. Merci beaucoup déjà, ne serait-ce que pour votre soutien, très important soutien depuis quelques semaines. Ça me touche. Et puis d'avoir été là, d'avoir pris le temps de voir ou de revoir le film et de discuter comme ça pendant plus d'1 heure. C'était un plaisir. Merci à tout le monde. Merci à vous tous en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Samir. Et bien évidemment, dans le descriptif, vous avez le lien, vous cliquez dessus et ça vous emmène vers le site de On se fait un ciné. Voilà. Très bonne soirée parce qu'on enregistre le soir. Et puis, n'hésitez pas à balancer des commentaires. On est là, on y répondra. Merci beaucoup. Bonne soirée et puis à très vite. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.